Le 4x4, le gros 4x4, c'est le symbole par excellence du beauf en France et depuis au moins 40 ans. Et tout le monde sait que ce véhicule est plus dangereux que les autres. Tout le monde sait que ce véhicule est plus polluant que les autres. Tout le monde sait que c'est pas pratique en ville et en gros que ça sert à rien d'avoir ça, à part peut-être pour le statut social. Mais pourtant, les ventes, particulièrement de SUV, elles explosent en France depuis quelques années. Donc du coup, c'est vraiment le symbole de quelque chose qui tourne pas rond dans la société et c'est intéressant d'analyser ça. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la chaîne là, dans un direct il y a quelques jours. On a regardé quel est l'état d'esprit des gens qui achètent ça, pourquoi l'industrie pousse à mort pour nous vendre ce type de produit-là depuis quelques années. On a vu aussi la position absolument corrompue de certains syndicats de l'industrie automobile qui se mettent à la remorque de leur patron. Et on a vu aussi qu'il y avait des initiatives à droite à gauche qui se mettaient en place pour lutter tant bien que mal contre cette tendance. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un like, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est là que tout se passe, on est en direct ici, un jour sur deux, à 21h. Voilà, bon visionnage. Début 2010, moi en tout cas j'avais l'impression que la mode du 4x4 c'était sur la fin, qu'il y en avait de moins en moins. Donc là, il y a un article de 2010 qui vient confirmer ça. General Motors a confirmé la nouvelle d'hier soir, donc en février 2010. Sa marque Hummer va disparaître. Ah carrément, c'est la fin de ces véhicules, devenus bien malgré eux, symbole des années fric et de pollution à outrance. Oh là là, ils étaient pleins d'espoir en 2010. Le Humvee militaire de Hummer a d'abord fait ses preuves sur bien des champs de bataille de la planète en servant les intérêts de l'armée américaine. À l'époque, on pensait, en 2010, on pensait que c'était dead pour les 4x4, c'était passé de mode. Et en fait, 2021, vidéo du Parisien, en ville, la tendance SUV va-t-elle trop loin? Les Français adorent les SUV. En 10 ans, les ventes ont été multipliées par 7 et elles ont multiplié par 7 représentent près de 40% d'achats des voitures neuves. Pourquoi vous avez acheté un SUV? C'est le côté pratique de la voiture, spacieuse, grand coffre. Quand on a des enfants, c'est assez pratique. Je ne pars pas en week-end avec parce que j'ai la chance d'avoir un Q5 en plus. Donc le Q5 est la voiture familiale. Alors mes critères prioritaires pour avoir acquis ce véhicule, c'était avant tout un confort. Avec un seul véhicule, j'ai 2 véhicules à ma disposition. C'est-à-dire que j'ai 5 vraies places, j'ai de quoi travailler. Et en même temps, de quoi sortir. Ça, c'est un mec tout seul dans sa bagnole qui dit ça, d'accord? La moyenne de remplissage d'une voiture en France, c'est genre, le plus souvent, c'est une personne et des fois, c'est 2. Vous feriez d'un SUV? Pas du tout, je vois pas l'utilité dans la région parisienne. C'est trop gros et y a pas trop de place pour se garer. Vous en avez vu beaucoup, vous, dans la rue Ah, il y en a énormément, c'est un phénomène de mode. Les gens ils préfèrent être haut en hauteur et être imposant et puissant, voilà. Alors après, il y a un raisonnement individuel et un raisonnement collectif. L'amélioration de sécurité pour celui qui est dans un véhicule très lourd, elle se fait au détriment de celui qui est en face. L'ennui, c'est que dans la ville, il y a aussi des piétons qui ne vont pas grossir ou s'équiper de carrosserie, si vous voulez. Ok, c'est bien de voir un mec penser un peu collectif. Les chiffres de vente de SUV, regardez ce graphique. Comme je disais, jusqu'à vers 2010, on croyait que c'était dead. Et là, il y a eu une explosion, mais de malade. Et on arrive à 800 000 là, en 2022 ça a un peu baissé, mais en fait on voit bien, c'est la crise du Covid qui a fait ça, c'est pas une tendance écologique responsable des gens quoi. C'est la crise économique qui a créé un problème dans la production. Là, je parlais de la figure du beauf, et qu'en France, ça faisait partie du beauf, d'accord? Ça faisait partie du beauf, le fait d'avoir un 4x4. Et ça, c'est Cabu qui a mis ça à la mode. Il a l'air de lier ça genre au Paris-Dakar, vous voyez ce genre-là quoi. Il y a ce côté un peu genre semi-sportif. Et donc j'essaie de trouver des vidéos de gens dont c'est la passion. Ils roulent dans des trucs difficiles. On dirait qu'ils aiment bien le challenge quoi. Il y a un délire défi, rallye et tout, avec sa bagnole. Alors que les gens de Paname, ils disent non, c'est le côté confort et tout. C'est carrément le contraire. C'est carrément le contraire, on est d'accord. On va essayer de résumer les problèmes de sécurité. Actuellement, un véhicule assuré chez AXA sur 5 est un SUV. Plus la taille d'un SUV est important et plus le risque d'accident est élevé. Les accidents provoqués par ces gros 4x4 sont jusqu'à 25% plus nombreux que ceux causés par les autres voitures. Et il y a aussi la WWF qui a sorti un gros article là-dessus. Un SUV consomme environ 15% de plus qu'une voiture standard. Ce surpoids, combiné à une carrosserie souvent moins aérodynamique, induit aussi un surplus de consommation. Du côté du climat, les SUV ont constitué ces 10 dernières années la deuxième source de croissance des émissions de CO2 françaises. Ah, carrément! Derrière le secteur aérien!
L'espace publicitaire est aujourd'hui saturé par les SUV. En 2019, la filière auto a consacré 2 milliards à la promotion des SUV. Comment ils veulent vendre ça? Mais ça fait toute la différence. Pour le moment, ils sont pas du tout en mode camionero et découvrir des espaces naturels vierges. Ça se passe en ville. C'est la bourgeoisie qui mange des petits gâteaux. C'est savoir prendre le Là, temps. c'est vraiment une ville vide en fait, genre. La ville est à elle, quoi. C'est ça le fantasme du 4x4. Quand on est reparti en mode comme le stream sur les voitures autonomes, il y a des gus qui en ont marre et qui décident de faire quelque chose. On va juger si c'est bien fait, si c'est la bonne approche. Et donc il y a une asso qui s'est créée en Angleterre et qui s'est répandue un peu, j'ai vu en Allemagne, j'ai vu en Italie, j'ai vu un peu en France aussi, les tire extinguishers, les extincteurs de pneus. Les militants anéantissent la flotte de Land Rover en perçant des trous dans les pneus. Les extincteurs de pneus disent que c'est une escalade nécessaire. Donc, le groupe de guérilla Tire Extinguishers a déclaré avoir percé des trous dans les pneus d'au moins 60 véhicules chez Jaguar. Et donc voilà leur Twitter, Tire Extinguishers, nous rendrons impossible de posséder un SUV dans les zones urbaines, pour le climat, pour la santé et pour la sécurité publique. Et donc on voit des mecs qui souvent crèvent pas les pneus, mais ils dégonflent les pneus des bagnoles. Moi je viens dégonfler les pneus de 4x4 très polluants, très gros, très imposants. C'est assez fastidieux, mais le seul truc sympa c'est de partir d'un véhicule et t'entends ça redonne un peu le moral de faire quelque chose. On s'est donné rendez-vous dans un quartier plutôt aisé parce qu'on trouvait une grosse concentration de ces véhicules complètement démentiels. Ça redonne un peu le moral de faire quelque chose, quoi. Donc du coup, toutes ces actions envers les comportements antisociaux comme avoir un SUV en 2023, ça a sa dignité quand même, hein. C'est que ça part quand même d'une très bonne intention et les gens sont dépassés par la situation et à un moment donné, ils agissent tout seuls en faisant des petits trucs comme ça qui n'ont pas l'air très graves, hein. Une des questions principales, c'est quel est l'état d'esprit de l'action et qu'est-ce que ça engendre comme résultat en termes d'image. On colle un sticker, quelque chose bien en évidence pour prévenir le conducteur qu'il y a eu un dégonflement de ses pneus et lui expliquer aussi un peu pourquoi on fait ça. Parce que c'est le but, de le faire évoluer et faire commencer à réfléchir. Je pense pas que ce soit un objectif principal de convaincre un mec qui achète un SUV en l'attaquant personnellement de changer de choix de consommation. Je pense pas que ça marche parce que les gens ils réagissent très mal quand on s'en prend à eux directement, d'accord. Et faire changer le choix de consommation de tous les gens alors qu'on voit les chiffres en fait de vente de SUV et on va voir aussi que c'est une industrie derrière qui pousse pour nous refourguer ces merdes. C'est quand même un travail de fourmi immense pour ce type. Immense. En tout cas, c'est les gens qui essaient d'établir un rapport de force avec des beaufs en 4x4. Donc, pourquoi pas. Après, c'est pas parfait, c'est basé sur l'individu plutôt que le collectif. Mais pour le coup, c'est pas une démarche égocentrée comme les gens de Just Stop Oil. Just Stop Oil, par exemple, ils sont quand même détestés par la population en général, je crois. Je connais personne, en fait, à part dans la bulle des écolos, etc., qui sont déjà engagés, qui supportent ce mode d'action. Et du coup, c'est encore s'attaquer tout en bas de la chaîne. Et c'est vrai qu'aller attaquer les usines qui produisent des SUV et aller saboter la production, c'est plus compliqué évidemment. Et en fait, ce serait le boulot des ouvriers de faire ça. Ce serait le boulot des syndicats ouvriers de politiser les questions de la production en fait. Et ça, c'est pas fait du tout. En 2020, il y a une proposition de loi pour taxer les véhicules polluants sur le poids. Force ouvrière de Peugeot dénonce le flou du gouvernement sur cette proposition de la Convention citoyenne qui serait une catastrophe industrielle. Et en fait, vous allez voir qu'ils sont pas du tout en train de politiser la production, de politiser les ouvriers de PSA autour de comment orienter nous-mêmes la production. Non, ils sont pas en mode comme ça du tout. Ils sont en mode corpo. Je mets musique, syndicat, apolitique, corpo. Voilà. Cette idée insensée traduit le manque de cohérence entre le soutien affiché au Made in France, doublé d'une volonté de relocaliser notre industrie d'un côté, et une taxe qui s'appliquera à 70% de la production automobile française pour préserver sa compétitivité. Comment est-ce que des syndicats ouvriers peuvent parler de ça quoi, pour préserver sa compétitivité? On s'en fout gros. Ils extraient une plus-value de malade sur votre boulot. D'accord? Vous êtes parmi les mecs les plus qualifiés de ce monde en tant qu'ouvrier. Il y a une plus-value de fou qui est créée sur vos bras, sur votre taf les gars. Et vous êtes en mode en train de parler de compétitivité. Eh faux, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres au monde ouvrier. Vous les empêchez de réaliser leur rôle historique là. Dans un contexte de crise économique issue de la crise sanitaire, ce serait une véritable catastrophe industrielle. Allez, on prend un monde idéal les gars, ok? Vous faites une grève à PSA pour forcer la direction de PSA à arrêter ces conneries de SUV et de trucs polluants, d'accord?
Vous faites un plan pour dire, nous, la classe ouvrière française, on a besoin de ce type de véhicule. On veut faire plus que des bus maintenant, d'accord? On arrête de bosser tant que vous faites ces merdes qui tuent des enfants et tout. On veut pas juste plus de salaire, d'accord? On veut pas juste plus de pouvoir d'achat. On a des prétentions à changer le monde. Ben, ce serait réglé en fait, ce serait réglé. Ce serait pas une catastrophe industrielle. Après la chasse aux véhicules diesel, pourtant plus propres que les... ils défendent même le diesel chez FOPSA. Cette taxe est un nouvel exemple de politique parisienne qui entraîne des problèmes majeurs pour l'industrie et les territoires. Ça me rend triste de voir un syndicat ouvrier parler comme ça, être en mode corporatiste. Stellantis a fait un bénéfice record de 16,8 milliards d'euros en 2022. Seul le géant des hydrocarbures Total a fait mieux. Fort de ces résultats, Stellantis va distribuer 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. D'accord? 2 milliards d'euros seront aussi réservés à ses 250 000 salariés à travers le monde. En France, les salariés bénéficieront de 4 300 euros bruts au minimum. C'est la redistribution la plus importante depuis 10 ans. Je sais que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est que ça arrive de plus en plus dans beaucoup de boîtes. Quand t'es salarié de Herta, t'es salarié de Herta. Tu vends ta force de travail à Herta. Tu rentres chez toi. Quand t'es intéressé aux bénéfices de Herta, et quand tu touches une prime là-dessus, c'est autre chose. C'est que tu te retrouves aliéné aux décisions capitalistes de son entreprise. C'est marrant chez Herta, c'est que t'es lié, du coup, quand tu fais ça, à l'exploitation des cochons qui sont massacrés à l'infini pour faire des saucisses de mauvaise qualité. Alors que si t'es du salarié, c'est pas le cas. T'es juste lié à la force de travail que tu emploies et que tu leur loues, que tu pourrais parfaitement vendre à quelqu'un d'autre. C'est pareil avec Stellantis. Les mecs de FO, en fait, ils touchent quand même genre une prime qui est pas mal, qui est pas mal du tout, je suis content pour eux. Du coup, tu touches à ce pognon du SUV, vous voyez ce que je veux dire? Tu touches à ce pognon, la gamine qui s'est fait écraser à cause d'un SUV, tu touches à ça. Et si j'étais un syndicaliste de chez PSA, je demanderais un remplacement de ça par un salaire, évidemment. Évidemment. Est-ce que je suis en train de dire que FO PSA est entièrement vendu en mode cogestion de ces entreprises qui détruisent le monde? Bah un peu. Alors voilà, on a fait le tour du monde du 4x4 et du SUV, je pense. L'industrie pousse à mort là-dessus pour relancer la production de bagnoles depuis la crise du Covid. Ça les a aidés à remonter la pente. Les syndicats corporatistes sont de mèche avec eux. La conclusion qu'on peut tirer, c'est les actionnaires des entreprises du secteur automobile sont des parasites en fait, c'est qu'ils ont des intérêts contraires au reste de la population. Il y a encore 3000 morts par an sur les routes. J'ai eu le chiffre tout à l'heure, ça coûte 40 milliards d'euros par an à la France de soigner les gens qui sont blessés gravement sur la route, quoi. 40 milliards par an, 48 000 morts par an à cause de la pollution. La pollution, c'est 100 milliards d'euros par an pour la santé. Pour la santé des gens qui chopent des cancers et tout. Donc les deux, ça fait 140 milliards que ça nous coûte à nous. On est beau.